Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc la décohérence, c'est l'étude des effets de l'interaction entre le système, un système quelconque qu'on veut étudier ou un système que l'on considère, et l'environnement. En physique classique, l'environnement est plutôt vu comme une perturbation, un bruit, quelque chose qui interagit avec le système qu'on étudie et qui va brouiller l'observation des propriétés objectives du système. Il s'est donc développé en physique classique des théories qui idéalisent les systèmes isolés et une physique expérimentale qui tente de diminuer au maximum l'influence de l'environnement dans les expériences et les mesures pour accéder aux propriétés vraies du système. En mécanique quantique, ce n'est pas si simple. On l'a vu, l'intrication peut avoir des effets majeurs et dans un système intriqué, le tout est plus que la somme des parties. On dit que le système est non séparable. Il ne peut être décrit que globalement. Ça a un caractère même fondamental au niveau de la mécanique quantique. Et de plus, les interactions se résument à la formation d'états intriqués. Donc l'interaction avec l'environnement est plus épineux qu'en physique classique. Le programme de décohérence a été posé par Gauss et Zé, et le docteur Zé, en 1985, puis prolongé par Kubler, Zurek, etc. Beaucoup de monde ont contribué au développement de la théorie. L'idée est qu'il y a toujours des interactions avec l'environnement. C'est inévitable. Par exemple, ne fût-ce que les photons qui sont échangés entre le système et l'observateur qui permettent de voir le système, qui permettent de voir les résultats ou qui permettent d'interagir avec le système afin d'effectuer des mesures. Et l'environnement, constitué de ces photons, des molécules d'air, de tout ce qui nous entoure, l'environnement est un ensemble extrêmement élevé de degrés de liberté. C'est un système composé d'un très très grand nombre de particules avec énormément de paramètres. Et ce degré de liberté ne sont pas contrôlés. Quand on effectue une expérience ou quand on effectue une observation, on ne contrôle pas la position de chaque molécule d'air dans la pièce. Il y a des exceptions à ce phénomène. Par exemple, un système microscopique, un atome isolé, seul, peut évoluer au moins pendant un certain temps sans interagir avec le monde extérieur. Si une particule ou un photon ne vient pas spécifiquement le percuter, pendant un certain temps, il peut être isolé, réellement isolé. Auquel cas, la mécanique quantique et sa linéarité marchent très très bien. C'est un peu le prolongement du point de vue classique d'isolation des systèmes qui a permis d'élaborer cette théorie de la mécanique quantique pour des systèmes microscopiques. Mais pour un système macroscopique, de telles interactions sont inévitables. Et elles empêchent de voir les aspects quantiques des phénomènes qui nous entourent. Ça, c'est l'idée de base. Elles empêchent de voir les aspects quantiques purs, parce qu'il y a toujours des liens avec un environnement non contrôlé. Et parce qu'on se restreint à une sous-partie de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il est totalement intriqué avec son environnement, mais on ne considère pas le tout, mais seulement le système que l'on observe, que l'on mesure, une sous-partie. La conséquence du programme de décohérence, c'est que les conséquences de la théorie des développements, c'est que la décohérence est étonnamment rapide. Elle se produit de manière très rapide
ceci, même avec un environnement minimal. Dès le début, quand Zé et Joss ont bâti la théorie, ils ont vite compris cela, ils ont vite découvert cela. Il ne faut pas grand-chose pour provoquer une décohérence. Et de plus, les états intriqués avec l'environnement sont tellement complexes, le nombre de degrés de liberté est tellement grand et non contrôlé, qui fait qu'il est impossible de détricoter tous ces liens. Et cela donne un caractère irréversible aux phénomènes physiques, tels que la réduction de la fonction d'onde, par exemple. La décohérence, typiquement, augmente, devient plus rapide, plus forte, avec des systèmes plus grands. Donc elle augmente avec la taille des systèmes. Elle concerne donc essentiellement des systèmes macroscopiques. Il y a toutefois des exceptions. Parce que les systèmes sont très complexes et on peut toujours trouver des arrangements, des possibilités où il y a des exceptions. C'est le cas où on observe des effets quantiques mésoscopiques, voire même macroscopiques. La superfluidité, la supraconductivité sont des phénomènes typiquement quantiques, à grande échelle, et les squids sont des dispositifs à jonction Josephson qui présentent des interférences entre des courants électriques macroscopiques. Inversement, dans l'autre sens, il y a des molécules chirales, c'est-à-dire qui ont deux types de conformation, une comme une main gauche, une comme une main droite, qui sont images l'une de l'autre, qui pourraient être dans un état de superposition quantique, mais qu'on observe toujours dans un état L ou D, comme on les nomme, left et je ne sais pas pourquoi elle est dit là. Ah oui, lévogir, dextrogir, excusez-moi, on en reparlera. Les deux molécules ne se présentent pas en pratique dans des états de superposition quantique. C'est le cas des sucres, par exemple, comme le glucose, qui sont observés dans une conformation et pas dans l'autre. Il y a donc une décohérence rapide des superpositions quantiques de ces molécules, malgré que ce n'est que des molécules de taille relativement modeste. La décohérence se manifeste par deux grands aspects. D'abord, une suppression rapide des phénomènes d'interférence entre les états quantiques du système, lui donnant ainsi un caractère plus classique. Notons que le tout, c'est-à-dire le système plus l'environnement, tout complet, continue à obéir à une évolution unitaire décrite par la mécanique quantique, avec son caractère purement quantique. Ce n'est que le sous-système observé qui voit apparaître ce phénomène de suppression des interférences quantiques, à cause des liens avec le reste. Le deuxième grand effet, c'est la supersélection. Alors la supersélection, c'est la sélection des bases privilégiées, dont nous avons parlé. On voit ainsi être sélectionnés des états dits pointeurs, par analogie avec les appareils de mesure, des états pointeurs qui ont un caractère robuste, c'est-à-dire stable ou évoluant lentement au cours du temps, et ce malgré des interactions incessantes avec l'environnement. Il a été suggéré, alors il n'y a pas de preuve absolue, mais c'est tout à fait cohérent, il a été suggéré que ces états et propriétés qui émergent de la décohérence sont les états et propriétés classiques. Notons un point important, qui a parfois été mal compris. La décohérence, ce n'est que l'application de la mécanique quantique pure et dure à une situation particulière, système, environnement. Rien de plus. On ne modifie pas la théorie, on n'ajoute pas quelque chose à la théorie. Ce n'est donc pas une interprétation, ce n'est pas non plus une théorie plus complète qui viendrait englober ou remplacer la mécanique quantique. C'est une application de la mécanique quantique. Autre chose importante,
elle a depuis sa naissance été largement confirmée par l'expérience. Des expériences ont permis de mettre en évidence les phénomènes de décohérence. Ça a même valu un prix Nobel à Serge Haroche. Haroche a étudié ce qu'on appelle des chats de Schrödinger quantiques. Nous reviendrons sur l'expérience du chat de Schrödinger. Il a observé des états avec des photons dans des cavités résonantes où il y avait des superpositions quantiques et en faisant des mesures avec des durées variables montrant le phénomène de décohérence qui se produit. Un résultat remarquable. Donc, on peut considérer cette théorie comme valide et confirmée expérimentalement. Il y a un point qui est important. On doit pouvoir séparer le système complet, c'est-à-dire tout l'univers, en sous-systèmes. Le système observé, étudié, l'appareil de mesure, l'observateur, l'environnement, tout ce qu'on veut. On doit pouvoir séparer en sous-systèmes. L'environnement étant défini typiquement comme l'ensemble des degrés de liberté qui ne sont pas observés dans une expérience, disons, qui ne sont pas contrôlés et qui sont plutôt mis de côté. On ne s'y intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le système qu'on étudie. Si on prend l'univers complet, tout l'univers, celui-ci n'a pas d'environnement. Il n'a pas d'extérieur, puisque l'univers, c'est tout. Il n'y a pas d'observateur extérieur. À nouveau, l'univers, c'est tout, y compris les observateurs. Donc, cette idée de décohérence ne s'applique pas à l'univers dans sa globalité. Il faut forcément des sous-systèmes, ça ne s'applique qu'à des systèmes locaux, que l'on considère indépendamment du reste. Et cela se voit d'ailleurs dans des termes comme observation, corrélation, interaction. Tous ces termes ne s'appliquent qu'entre systèmes ou entre sous-systèmes. Mais, quand on regarde en pratique, la décomposition n'est pas toujours triviale. C'est pas toujours si évident que ça de séparer en sous-systèmes. Ça peut être plutôt arbitraire. De plus, à cause de l'intrication, ça peut être compliqué, cette séparation, puisque, comme on l'a dit, le tout est plus que la somme des parties, le système est non séparable. Si on force une séparation artificielle, ça peut être compliqué de définir quelles sont les parties. Imaginez par exemple deux particules qui s'annihilent. Elles peuvent aussi ne pas s'annihiler. Et on peut avoir une superposition quantique des deux systèmes, des deux particules, des deux situations, pardon, de la désintégration ou pas de désintégration. Dans ce cas-là, après coup, qu'est-ce qu'on considère comme ce système? Nos deux particules, mais parfois elles ne sont plus là. Ça peut être très compliqué quand on veut aller dans le détail pour dire voilà la manière dont on va séparer les systèmes. Ça a été relevé par plusieurs auteurs, notamment par Zurek, qui a été très vite conscient de la difficulté. Et en disant il faut être prudent parce que si on essaie d'expliquer le monde classique à partir de la décohérence, mais que l'on divise les systèmes en utilisant des propriétés classiques, on risque de se mordre la queue. On risque d'expliquer ce qu'on veut expliquer avec ce qu'on veut expliquer. Ça devient une absurdité. Donc il faut être très prudent dans la manière dont on décompose les systèmes. De plus, du moins en pratique. Quand on fait de la théorie, on dit on a le système 1, on a le système 2, et basta. En pratique, ça peut être beaucoup plus compliqué et il faut être assez prudent. Voir, étudier s'il n'y a pas diverses manières de séparer le système. Les systèmes. Des méthodes rigoureuses, claires, précises, justifiées physiquement et théoriquement, permettant de séparer
de faire cette décomposition en sous-systèmes seraient des méthodes extrêmement utiles. Actuellement, ça manque. On n'a pas. La décomposition se fait essentiellement sur des bases liées à l'expérience du physicien ou du théoricien, sur base de recettes, sur base de l'intuition ou sur base de la pratique. On sait que ça, c'est notre système. C'est ça qu'on veut étudier. Donc, il faut être prudent dans ce domaine. Certains ont même proposé qu'il faudrait abandonner cette idée d'une séparation absolue. En particulier dans des interprétations de type interprétation relative, où les systèmes n'ont de sens que relativement à d'autres systèmes, ou dans les interprétations de type relationnel. Il n'empêche qu'il faut quand même pouvoir dire ce qui est en relation. Et donc, quels sont les systèmes et sous-systèmes. Donc là, il y a sans doute encore pas mal de travail au niveau théorique, dans les fondements, donc pas de la mécanique quantique ici, mais dans les fondements de la décohérence quantique. Voilà, le décor est planté. Donc nous allons commencer à avancer sur les outils nécessaires. Alors nous avons vu la matrice densité, outil très utile, qui sort d'ailleurs du cadre de la décohérence. Elle est utilisée en physique statistique et même dans d'autres domaines. Elle a été créée par von Neumann à une époque où la décohérence n'était même pas encore dans les esprits. Et donc je l'ai présenté un peu plus tôt. Maintenant, on va avoir un outil qui est utilisé essentiellement pour la décohérence. Et dans la prochaine vidéo, nous introduirons la notion de matrice de densité réduite. Je vous remercie.